Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le stand de l'Ordre des architectes pour cette première conférence intervention qu'on a souhaité faire sur une thématique très importante qui concerne le bâti scolaire et la rénovation thermique notamment de ce bâti scolaire. Alors pour nous accompagner aujourd'hui, on a deux personnes de choix, un binôme et un duo de choix que je remercie vraiment très sincèrement de nous avoir accordé ce temps. Monsieur le maire, monsieur l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, merci beaucoup. Et son acolyte du moment, Vincent Dutertre, architecte, qui a longtemps travaillé pour la ville du Havre en maîtrise d'ouvrage, qui a ensuite travaillé en maîtrise d'œuvre et qui aujourd'hui est directeur du CIE de Seine-Maritime, donc un architecte qui a travaillé dans une diversité de situations qui lui permettent d'appréhender aussi à la fois ce que souhaite la maîtrise d'ouvrage, mais aussi comment en tant qu'architecte on appréhende un projet. Alors, on se penche en fait sur le bâti scolaire parce qu'aujourd'hui, on a 50 millions de mètres carrés en France qui sont occupés par ce bâti scolaire, par 49 000 écoles publiques, dont une bonne partie, notamment 10 à 15% simplement, ont été rénovées thermiquement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir un énorme élan sur la rénovation thermique de ces écoles, avec, on le sait, plus de 76% de la consommation d'énergie des communes qui vient de ce bâti scolaire. Mais ce bâti scolaire, souvent, il a été agrandi. Il y a eu des extensions. Donc, on a plusieurs époques qui peuvent apparaître dans un seul ensemble de scolarité. Et dans ce cadre-là, effectivement, la rénovation peut être compliquée. Alors, on voulait aborder ce sujet parce que dans une ville où on a à peu près 15 000 élèves, on a beaucoup d'écoles. On a des écoles qui sont d'une époque de la reconstruction parfois, et puis des écoles, j'imagine, plus modernes, moins d'anciennes. Et là, les questions, c'est comment est-ce qu'on organise en fait une bonne commande? Comment est-ce qu'on arrive à obtenir, quand on est élu et quand on est maître d'ouvrage dans une collectivité, une bonne commande d'architectes, mais aussi d'entreprises pour obtenir dans les pures financières qu'on s'est fixées, parce que c'est aussi le sujet, finalement un résultat qui permet de retrouver de l'usage, de retrouver également peut-être plus de façons de vivre cette école pour les élèves et les enseignants, mais également de s'adapter, et de s'adapter au nouveau régime climatique, tant confort d'hiver que confort d'été, avec souvent des questions sur le confort d'été qui est pas forcément celui qui est traité le premier, et notamment dans les aides de l'État aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est traité le premier, mais on en revient, et donc le confort d'été est extrêmement important. Alors, je ne sais pas qui va vouloir prendre la parole, mais moi, par politesse et devoir, je vais vous la passer, monsieur le maire. Sur cette question-là de la commande, comment est-ce qu'en tant que maire, on peut appréhender dans les purs des marchés publics ce cas-là, et qu'est-ce qu'on attend en fait ? Bonjour à tous. Avant de parler de marché public, deux petites remarques. D'abord, je suis très content d'être ici, même si je ne suis pas un grand... J'aime pas beaucoup parler le matin, mais je vais quand même le faire. La deuxième chose, c'est qu'on ne parle pas dans l'absolu, on parle de chez soi. Et donc, pour bien comprendre ce qu'on va dire, il faut quand même vous dire un mot sur le sujet qu'on traite quand on est maire du Havre et qu'on parle des écoles et de la rénovation du bâti. On parle, vous l'avez dit, de 91 écoles qui sont notre responsabilité, pour environ 15 000 élèves et pour un peu plus de 8 000 demi-pensionnaires. 91 écoles qui correspondent à l'histoire du Havre, c'est-à-dire que quelques-unes ont été construites avant 1944, mais pas beaucoup, parce que celles qui ont été construites avant 1944, en général, elles ont été rasées pendant le bombardement. Et donc, l'essentiel des écoles est construit après 1944, soit dans la première phase de la reconstruction, époque Perret, entre 1947 et 1960, on va dire, soit surtout dans la deuxième phase, qui est, elle, une phase où la population monte rapidement et on construit, et où la municipalité de l'époque fait le choix de construire beaucoup d'écoles petites. Voilà. On aurait pu construire quelques grandes écoles. Non, l'idée, c'est de construire beaucoup d'écoles petites, tout près des bassins de population.
À une époque où, franchement, la question de la sobriété énergétique ne se pose pas, mais du tout, absolument pas. Donc voilà, ça représente un budget de 35 millions d'euros sur un mandat, l'entretien des écoles, ce qui est un vrai budget. Et c'est évidemment des contraintes d'usage en matière de travaux qui sont considérables. Ça a l'air tout bête, mais une école, en général, ça sert. Et il y a peu de moments où ça ne sert pas. Et les peu de moments où ça ne sert pas sont souvent des moments où ce n'est pas forcément facile de faire les travaux, parce que ce n'est pas évident de faire les travaux pendant les vacances de Noël. Et il faut ensuite mobiliser les entreprises en juillet et août si on ne veut pas déranger le fonctionnement des cours. Ça pourrait être vrai partout. Mais c'est quand même à prendre en compte. Pour répondre directement à votre question, comment est-ce qu'on fait pour intégrer toutes ces contraintes et pour faire une bonne commande publique? On fait quelque chose de très simple et de très compliqué. C'est très simple à dire et c'est très difficile à faire. On s'entoure de très bons collaborateurs. Parce que par définition, quand on veut faire les choses bien, on s'entoure de ce qu'il y a de meilleur, si j'ose dire. Et c'est là qu'arrive Vincent Dutertre, que j'ai recruté il y a bien longtemps comme directeur des bâtiments, qui est architecte, et qui avait été, avant de partir travailler un peu dans le privé, la cheville ouvrière du classement du Havre au patrimoine mondial par l'UNESCO. Ce qui veut dire que, outre le fait qu'il est havrais et qu'il aime la ville, il avait une vision extrêmement précise de l'ambition architecturale qu'on peut avoir et de l'intérêt pour la ville du Havre d'être ambitieuse avec son patrimoine architectural. Bon, alors évidemment, quand on parle de l'école maternelle du bout de la ville qui n'est pas classée au patrimoine mondial, ce n'est pas le même sujet. N'empêche qu'il me paraissait important d'avoir quelqu'un qui connaissait parfaitement les enjeux du patrimoine pour venir travailler avec nous. Et c'est là que je passe la parole à Vincent. Merci, monsieur le maire. Effectivement, le regard que j'ai, moi, en tant qu'architecte sur la gestion d'un patrimoine scolaire... Mets bien ton micro. Il est lié à mes différents modes d'exercice. Donc, comme l'a rappelé monsieur le maire, à la fois, j'ai travaillé à la fois côté maîtrise d'ouvrage, donc pour conseiller les élus sur la gestion de leur patrimoine, pas que scolaire. Mais j'ai également travaillé sur le volet patrimonial, valorisation d'un patrimoine moderne qui, à l'époque, n'était pas forcément reconnu. Et les architectes ont aussi un rôle dans cette prise de conscience patrimoniale quand ils travaillent pour des maîtres d'ouvrage. Et puis j'ai travaillé aussi comme maître d'œuvre, donc pour côté réalisation des projets, conception et réalisation suivi de chantier. Et je travaille aujourd'hui sur le volet conseil, donc je reviens finalement auprès des maires sous un volet de conseil amont, donc pas dans la maîtrise d'œuvre, mais qui sont sur des phases très importantes. Le conseil amont, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le cœur de métier des CAUE. Et c'est aussi le rôle d'un maître d'œuvre qui va aller travailler côté maîtrise d'ouvrage. C'est que finalement, les phases de conseil amont, c'est là où se décide le plus de choses sur le coût. Par exemple, le coût global d'un bâtiment. On parle de plus en plus de coût global. On essaie de sensibiliser les maires sur le fait que le coût d'investissement de départ, c'est pas forcément la question la plus centrale, alors que forcément, intuitivement, ça l'est pour un maire qui va investir. Mais le coût global, en fait, le coût d'investissement, c'est 25% du coût global qui va être porté par la collectivité tout au long de la vie d'un bâtiment. Donc ça, c'est une première notion qu'on essaye de faire passer, de sensibiliser nos élus pour que peut-être ils donnent un peu plus de marge sur la partie investissement pour réduire finalement l'impact sur les générations futures, sur les futures mandatures qui vont aller gérer les bâtiments. Voilà. Que dire d'autre? On essaye aussi de sensibiliser les maires sur l'importance de la phase de diagnostic. Pour prendre les bonnes décisions, il faut savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, qu'on construit moins, mais qu'on va plutôt réhabiliter, la question du diagnostic de l'état de lieu, et elle est vraiment centrale, cruciale. De quoi on part, les potentialités de l'existant, son coût de réhabilitation, sa capacité de s'adapter à de nouveaux usages. Et cette question du diagnostic, elle est importante à la fois quand on parle d'un bâtiment, mais aussi quand on parle d'un parc. Aujourd'hui, l'équation financière pour les maires d'aller passer dans des phases de gros entretien renouvellement, on n'est plus sur de la maintenance simple, on est sur des projets vraiment très conséquents. Et l'équation financière à laquelle on ajoute le coût des énergies, les écoles, c'est un tiers de la facture énergétique des communes. Et cette équation, elle est difficilement tenable. Et notre rôle aussi d'architecte côté maîtrise d'ouvrage, dans nos rôles de conseil, c'est d'aller
expliquer qu'il y a des choix draconiens à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus gérer un patrimoine comme on le faisait il y a encore 20 ou 30 ans. On n'a plus les moyens de le faire, écologiques et financiers. Et donc, il faut amener vers des choix draconiens de fermeture d'écoles, par exemple, qui sont des décisions difficiles à gérer pour un élu, de rationalisation de ce patrimoine, peut-être de construction quand même de nouvelles écoles, heureusement, mais beaucoup de réhabilitation. Moi, ce que j'ai appris toutes ces années où j'ai été maire et où je suis encore maire, c'est quand même le fait qu'il faut, il faut rester très ouvert et utiliser toutes les solutions qu'on a devant soi. Donc, s'agissant du patrimoine scolaire, nous, on a des effectifs scolaires qui diminuent un peu, ce qui est souvent le cas dans les villes comparables. Il ne faut pas hésiter à fermer des écoles. C'est terrible à faire, c'est très impopulaire. Mais il faut bien imaginer que le coût de maintien d'une école où il reste 2 ou 3 classes dans un bâtiment qui pourrait en accueillir 12 et qui généralement n'a pas été conçu pour être modulable, est un coût énergétique et donc un coût financier absolument démentiel. Et donc au Havre, on s'est autorisé à peu près tout. On s'est autorisé de fermer des écoles, on s'est autorisé à les fermer et à en vendre, on s'est autorisé pour les requalifier. Certaines ont été requalifiées en restaurant et en hôtel. Au centre-ville du Havre, il y a une école, c'est assez intéressant, c'est l'école dans laquelle mon père a appris à lire, il était scolarisé dans cette école primaire. Et ben, on a vendu d'abord, on l'a fermé, on a vendu d'abord le bâtiment de direction qui est devenu un restaurant, et puis ensuite, quelques années après, on a vendu le corps de l'école qui est devenu un hôtel, superbe d'ailleurs, extraordinaire, alors même que le bâtiment était joli, mais on ne disait pas que ça ferait aussi. C'est devenu absolument magnifique. Bon, voilà. On s'autorise, on construit des écoles dans les quartiers qui se développent le plus, et évidemment, on rénove. Le problème, c'est que la rénovation, ce n'est pas de la maintenance. Et il faut bien voir la différence. Et ça implique des conséquences qu'on est en train de mesurer et auxquelles on est en train de s'adapter. La maintenance, vous la faites l'été, vous vous organisez pour saucissonner des marchés sur 2 ou 3 ans, vous les faites 2 mois par an, ça passe, on sait le faire. La rénovation complète d'un bâtiment qui n'a pas été conçu pour prendre en compte la problématique énergétique, ça ne se fait pas en 3 fois 2 mois ou en 4 fois 2 mois. Il faut prendre 1 an, 2 ans de travaux. Et donc on développe au Havre, comme dans d'autres villes, je ne prétends absolument pas être innovant en la matière ou exemplaire, on est obligé de développer des écoles temporaires. Et donc, c'est en ce moment vrai à Cocrioville sur les quartiers hauts, on l'a fait aussi à plusieurs endroits. On dépiote totalement une école, et pour la dépioter, il faut la vider. Pour la vider, il faut construire une école temporaire, pas trop loin, en général en Algeco. En général, l'école en Algeco est d'une meilleure qualité que l'ancienne école avant rénovation. Alors ça, on s'en rend compte une fois qu'elle est faite. Parce que quand vous expliquez que vous allez mettre pendant 2 ans des enfants dans des Algeco, en général, ça gueule. Mais c'est formidablement bien adapté et on arrive. Et ensuite, on récupère et on fait des opérations comme ça. Et ça, on le développe de plus en plus, à la fois dans les écoles primaires et dans les collèges, en bonne intelligence avec le conseil départemental pour éviter d'avoir des frais supplémentaires. Et donc, on réutilise les bâtiments temporaires. Et on est donc parti dans des opérations de rénovation extrêmement lourdes qu'on n'aurait pas fait avant. D'abord parce que la question énergétique n'était pas aussi nette. Et parce qu'on ne se serait probablement pas autorisé à prendre un tel risque. Enfin, un tel risque. C'est pas un énorme risque. Enfin, c'est des désagréments vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis des parents d'élèves, vis-à-vis des élèves. Et donc, voilà. Mais maintenant, on le fait. On a pris l'habitude de le faire. Et j'observe que ça se passe plutôt bien. Et que c'est plutôt bien accepté, ce qui nous permet de transformer, pour le coup, assez massivement des bâtiments des années 60 et de leur redonner une seconde vie et une vie beaucoup plus respectueuse des problématiques qui sont aujourd'hui importantes. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, peut-être pour compléter, effectivement, il y a beaucoup d'exemples de mutations d'écoles qui deviennent autre chose. Je pense, dans le bâti de la reconstruction aussi, à la ville de Vire, qui a transformé une école reconstruite en logement. On a vraiment des exemples comme ça. Et puis, on peut aujourd'hui imaginer des écoles modulaires qui ne soient pas forcément des Algeco avec des matériaux qui sont souvent pas extrêmement écologiques, et aller chercher des écoles qui pourraient être construites
construite et déconstruite quand on n'en a plus besoin, quitte à être réinstallée ailleurs, notamment sous le format hors site avec des matériaux biosourcés. On a cette possibilité-là aujourd'hui de faire. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir, parce que je vous vois prendre le micro sur ça. Moi, je voulais insister sur la phase amont dont vous parlez et le diagnostic. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a à peu près tous en tête qu'on doit massivement réhabiliter, mais dans nos lois, la réhabilitation passe après le neuf. Dans le Code des marchés publics notamment, finalement, le neuf a permis de monter le Code des marchés publics et la réhabilitation vit avec ce marché-là. Et notamment sur les marchés de maîtrise d'œuvre en réhabilitation, il n'y a pas de concours, sauf si la collectivité le décide. Alors le concours n'est pas la panacée, on va pas dire ça, ça peut être une très bonne solution. Parfois, il faut avoir la possibilité de ne pas en faire, mais de savoir sur quels critères on va choisir les personnes et les missions qu'on va confier et savoir aussi mettre à côté un budget réaliste. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a ce sujet qui revient, qui est-ce qu'on donne le diagnostic à l'architecte qui va faire le projet? Est-ce qu'on lui en donne une partie? Parce qu'on sait qu'en réhabilitation, le diagnostic, si vous ne le faites pas, vous allez le refaire pour faire le projet, parce qu'en fait, c'est la vraie question. Et puis, c'est la question du diable qui est dans les détails des contrats de maîtrise d'œuvre. C'est sur quels critères, aujourd'hui, on choisit son maître d'œuvre quand on veut rénover une école. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider beaucoup d'élus locaux et beaucoup d'ingénieurs territoriaux de discuter de ce sujet-là, parce qu'on a souvent tendance à mettre un critère qui est légitime, c'est le critère prix, mais qui va dominer sur les critères qualité ou choix de référence, et qui risque en fait de pâtir sur la réalisation, parce qu'on est dans un marché libre, et donc bien, vous voyez ce que ça peut faire comme sujet. Il faut savoir que la réhabilitation, c'est un acte d'architecture. C'est un acte d'architecture qui est un peu plus complexe que le neuf, puisqu'on part d'un bâti existant. Alors, je ne sais pas, Vincent, si tu veux réagir sur ça, peut-être. Non, oui, pour dire quand même que le sujet de la réhabilitation, pour les architectes, c'est aussi un sujet relativement neuf quand même. Moi, j'ai une cinquantaine d'années, j'ai été formé il y a quand même quelques années, mais on nous a appris à construire, on ne nous a pas appris à réhabiliter. Aujourd'hui, dans l'école d'archi, c'est très très différent. On parle du déjà là, ils sont vraiment formés sur le fait qu'on va construire la ville sur la ville. Mais voilà, les architectes en exercice doivent aussi s'adapter à ces disciplines nouvelles. Et de ce point de vue-là, effectivement, la phase de diagnostic, j'en ai parlé, elle est capitale. Et la question de comment les architectes sont missionnés par les maîtres d'ouvrage sur des opérations de réhabilitation, elle est un petit peu à construire. Elle n'est pas très bien balisée d'un point de vue réglementaire. Et moi, j'insiste sur le fait que au-delà des critères évidemment de sélection des architectes, l'importance en fait que les maires confient une mission complète aux architectes, alors une mission de diagnostic, de programmation en amont, mais aussi une mission de maîtrise d'œuvre complète jusqu'à l'exécution, le suivi de l'exécution des travaux. Parce que sur les questions de réhabilitation, peut-être tu vas en parler Christine après, mais les entreprises se positionnent aussi de ce fait-là, et parfois prennent beaucoup de pouvoir. Il y a des montages de type conception-réalisation qui font que l'architecte est lié par contrat avec une entreprise et perd un peu son indépendance. Et j'insiste sur le fait que l'indépendance de l'architecte vis-à-vis des entreprises, elle est capitale dans l'intérêt du projet et l'intérêt de la réussite du projet. Alors ça, monsieur le maire, peut-être une petite réaction là-dessus. Je sais que c'est un peu à chaud, mais il y a une loi qui vient de sortir qui s'appelle la loi tiers-financement, qui peut être nécessaire pour les élus locaux, parce qu'effectivement, rénover son bâti scolaire, ça demande énormément d'argent, parfois que les collectivités n'ont pas, et elles ont besoin finalement d'étaler le paiement comme un loyer, en fait. Et souvent, ça amène à ces contrats de conception-réalisation. Il y a des possibilités, en fait, de choisir l'architecte et de ne pas choisir l'entreprise et de subir l'architecte. Et moi, je pense que c'est un enjeu fondamental pour ceux qui achètent la prestation, en fait. Donc, là, vous êtes rechargé en café. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir tenir. Donc voilà, c'est une question pour nous qui est assez importante. Et après, on parlera d'autres choses de juridique, parce qu'il y a le juridique, mais il n'y a pas que ça. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse complète à la question que vous posez, mais je voudrais vous dire que fondamentalement, du point de vue du maire, pour nous, l'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir le maximum d'instruments disponibles
et le maximum de simplicité dans l'utilisation de ces instruments. Donc si, pour des raisons financières, je ne dis pas que c'est bien, hein, je me méfie même d'ailleurs, si pour des raisons financières, c'est mieux d'avoir un système dans lequel le coût du financement est pris en charge par un tiers et qu'ensuite on rembourse dans la durée, pourquoi pas? Après tout, laissons les maires choisir s'ils préfèrent ce système de financement et la technique qui va avec ou un autre. Moi, j'ai pas... Du point de vue du maire, ce qu'on veut, c'est le maximum d'instruments permettant de trouver la bonne solution à la question qui se pose quelque part à un moment donné. Et la deuxième chose, c'est le maximum de simplicité. Et tout à l'heure, vous disiez, il faut créer... Non, vous disiez pas. Mais vous évoquiez la possibilité de faire en sorte qu'on rajoute, si possible, une petite règle pour vérifier que tout le monde va être bien au même point de départ dans telle ou telle procédure. Et franchement, si on pouvait faire 100, ce serait mieux. D'ailleurs, si on pouvait faire 100, enfin en tout cas avec un peu moins de toutes les règles du Code des marchés publics, ce serait pas mal. Et je vous dis ça, ce n'est pas un discours anti-juridique. J'ai commencé ma vie professionnelle en réfléchissant sur le Code des marchés publics et même en jugeant des affaires de marchés publics. Donc j'aimais bien ça, je veux dire, j'aime toujours ça, je sais que c'est important. Mais prenons bien garde, d'ailleurs, c'est pas aux architectes que je dis, prenons bien garde au fait que, compte tenu de la judiciarisation très poussée, et compte tenu de la complexité juridique très forte, à la fin, quand vous réfléchissez à vos projets, le droit l'emporte sur l'art. Le droit l'emporte sur le projet. La sécurité juridique l'emporte sur le risque. Et vous avez finalement, d'une certaine façon, parce que tout le monde veut des règles pour garantir l'un, vous avez finalement une perte d'intelligence collective en se disant mais qu'est-ce qu'on peut inventer ici à cet endroit ? Et en disant ça, je vais complètement à l'encontre de l'évolution naturelle des choses, puisque de toute façon, il y a de plus en plus de normes, et de toute façon, on est de plus en plus rétif au risque juridique. Et je suis le premier à pouvoir vous en parler. Bon, n'empêche que cette évolution-là n'est pas satisfaisante. Il faut, si possible, laisser la possibilité aux maires de choisir les instruments. Bien sûr qu'il y a des obligations de mise en concurrence, j'ai aucun problème là-dessus, mais il faut leur laisser la possibilité de choisir des instruments. Il faut simplifier au maximum les règles d'utilisation de ces instruments. Et il faut leur laisser prendre les responsabilités de l'utilisation de ces instruments. Donc voilà, moi je suis plutôt du côté de ceux qui disent, s'agissant des normes, point trop n'en faut. Alors, quelle place vous donnez à l'intérêt public de l'architecture par rapport à cette simplification des normes? Parce qu'on sait que l'intérêt public, c'est quelque chose qui peut être fragile, et notamment l'aspect culturel des choses. Et là, il y a un vrai sujet pour nous. Si vous pensez que l'intérêt public des choses, l'esthétique, l'art, sera pris en compte par les normes dans le droit des marchés publics, jamais de la vie. C'est pas son objectif. Et il saura jamais faire ça. Vous répondez pas à ma question. Mais faites confiance au maire. Faites confiance au maire. Et s'il n'est pas bon, changez-le. Le maire? Oui. Ou l'architecte. C'est comme ça que ça marche, la démocratie. C'est super. Je veux dire, laissez-lui la capacité de comprendre son patrimoine, de comprendre l'impératif de transition écologique, de comprendre les capacités de financement qu'il a, et puis on verra si ça marche. Mais n'en serrons pas trop dans des normes, encore une fois, dans des normes procédurales, trop techniques, qu'il y ait des objectifs qui soient partagés, c'est évident. Et vous voyez bien que quand je dis ça, j'en rajoute un petit peu. C'est parce que je veux mettre le contrepoint, je veux mettre un arc électrique dans la discussion avec vous. Sur le fond, je n'ai pas du tout envie de m'affranchir complètement de l'ensemble de ces règles, bien entendu. Vincent. Vous prêchez des convaincus, les architectes veulent se sortir des normes aussi, monsieur le maire. Donc on a un point commun là-dessus. Non, vous parliez d'intelligence collective et je pense que les architectes sont au cœur de cette notion d'intelligence collective parce qu'ils ont autour d'eux une équipe de maîtrise d'œuvre qui fait appel aujourd'hui à des compétences de plus en plus variées. Les architectes ne travaillent plus seuls, ils travaillent forcément toujours avec les ingénieurs, mais ils ont ouvert leur champ de compétences aux paysagistes, aux urbanistes, aux sociologues, aux naturalistes. Il y a de plus en plus de monde qui travaille autour des projets. Et en termes d'intelligence collective, cela enrichit beaucoup les projets. On travaille maintenant sur des projets de plus en plus durables et on a conscience qu'il faut qu'ils soient durables le plus longtemps possible. Et je reviendrai par rapport à cette question d'intelligence collective sur la spécificité du rôle de l'architecte dans la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Il y a un grand nombre de panels d'intervenants autour du maire dans le projet de construction, de réhabilitation. Il y a beaucoup aussi de cerveaux très bien formés qui arrivent dans l'administration après les écoles d'administration ou les grandes écoles d'ingénieurs.
L'architecte a un regard quand même très spécifique sur ces projets-là et il faut le rappeler, les architectes ne savent pas se vendre, mais ils ont quand même un regard propre à leur formation, à leur profession, qui fait appel à une capacité d'intégration de grand nombre de paramètres. On n'est pas les seuls à pouvoir faire ça, mais nous, on intègre des paramètres peut-être moins rationnels que d'autres, sociaux, environnementaux, sensibles également. Et c'est ça qui fait le regard très particulier, la préciosité du regard de l'architecte. C'est aussi sa capacité à créer et à proposer des idées innovantes. Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, la capacité de proposer de nouvelles idées, elle est quand même capitale. Voilà, je voulais rappeler quand même pour parler dans le sens de Vincent, je vous donne un exemple qui a une vertu, c'est qui ne vous dira rien à vous qui êtes ici. Il y a une école au Havre qui a été construite dans les années 50, je pense. Oui, 50. Dans un quartier qui s'appelle Applemont, ça n'a aucune importance. Enfin, le quartier est très important, mais ça n'a aucune importance que vous le connaissiez ou pas. L'école, aujourd'hui, est très abîmée. Elle est fatiguée. C'est des grandes baies vitrées en bois. Les huisseries elle est trop grande. L'école est fatiguée. L'école de Guy Lagneau. Et justement, oui, mais justement, j'allais raconter ça. L'école, elle est fatiguée et on la construirait plus comme ça. Et donc, on s'était dit, et c'était une tendance naturelle, la rénover, ça va nous coûter les yeux de la tête. Peut-être qu'on peut, comme elle est en plus sur une emprise foncière qui est assez large, la faire tomber, vendre une partie de l'emprise foncière pour faire du logement. Il y a de la demande dans ce quartier-là, et reconstruire une école, peut-être un peu plus petite, peut-être un peu plus basse, probablement un peu plus fonctionnelle au regard des enjeux d'aujourd'hui. Bon, très bien. C'était la tendance naturelle. Jusqu'à ce que un architecte vienne me dire, mais pas du tout. Vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Elle a été construite par Guy Lagneau, et de me sortir les articles de l'époque expliquant que c'était quelque chose totalement en rupture dans la construction par rapport à ce qui se faisait, qu'il y avait un projet derrière, et accessoirement de me montrer des photos de cette école au moment de la construction. Bon, une fois qu'on a compris ça, on peut très bien intégrer, n'importe quel maire peut très bien intégrer, ok, très bien, il y a là quelque chose d'intéressant. Donc comment est-ce qu'on tire parti de ce patrimoine et on essaie de le rénover en considérant qu'il y a là un actif, c'est pas un gros mot, un actif important, un actif culturel, un actif patrimonial, quelque chose qui dit une partie de l'histoire de l'architecture à ce moment-là. Très bien. Et donc on est plutôt parti dans cette logique. On va essayer de rénover, peut-être en transformant les usages à l'intérieur, mais on va essayer de rénover pour garder l'architecture et l'essentiel de l'architecture de Guy Lagneau. Donc ce que je veux dire, un peu moins de règles et un tout petit peu plus d'intelligence collective. On peut très bien, après tout ça s'appelle un maire et un architecte, on peut très bien, en respectant des règles de base, créer cette discussion entre le maire et l'architecte et éclairer un certain nombre de sujets d'investissement ou de rénovation grâce à cette discussion. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, on n'y arrive pas toujours sans doute, mais enfin, c'est ce qu'on essaie de faire au Havre, c'est ce qu'on a essayé de faire à plusieurs occasions, et je pense que c'est le truc à la fin le plus efficace. Et que ça, c'est pas dans les normes, c'est dans la discussion, c'est dans le contact, c'est dans la perception d'une histoire patrimoniale, d'une histoire architecturale, et ça demande un peu d'éducation. Et que l'architecte éduque le maire à l'architecture, eh ben c'est très bien. Et puis parfois, le maire, il peut éduquer l'architecte à 2-3 autres trucs, par exemple. Non, mais ça peut arriver. Je vous remercie pour ce témoignage, parce qu'il est, je pense, très significatif de ce qu'on a voulu porter à l'ordre des architectes, avec les CAUE aussi, notamment sur le rôle de conseil en amont, et cette discussion plus forte que les normes et les règles, qui doit en fait faire projet commun. Avant peut-être d'inaugurer notre stand et justement ce dispositif un maire, un architecte, est-ce que, je vois qu'il y a beaucoup de monde, et on a la possibilité d'avoir un petit temps de questions sur ces sujets-là. Est-ce que, voilà, quelqu'un a envie de se lancer pour une première question? Et nous lançons la question au maire d'Ajaccio. On ne sait jamais. Un maire ou un architecte qui aura envie de poser une question, en tout cas, on vous attend. Sinon, on en a plein. Je voulais savoir à quel moment on prenait la photo ensemble, Edouard. On fait ça juste après. Alors, une question. Sinon, moi, j'en ai encore. Allez,
Hein. On parle de rénovation, on parle de patrimoine, mais on parle aussi de regarder les matériaux de manière un peu plus élargie aujourd'hui, c'est-à-dire de trouver des matériaux moins polluants, avec peut-être moins de composants organiques volatiles, meilleurs pour la santé et aussi avec, qui viennent de ressources plus ou moins locales. Donc ça concerne notamment les matériaux biosourcés, géosourcés, je peux vous faire la liste, mais il y en a beaucoup, et qui aujourd'hui ont besoin de se développer. Les filières industrielles de ces matériaux en France ont besoin de se développer. Donc là, il y a une loi industrie verte qui vient de sortir. On espère que les régions, dans les COP régionales, vont s'emparer de ce sujet pour pouvoir développer des filières. Je pense par exemple, en Normandie, chez nous, on a la Bauge dans le Cotentin, on a le lin, on a le chanvre. En Ile-de-France, on a le chanvre, on a de la paille en Auvergne-Rhône-Alpes, on a du bois dans d'autres régions. En fait, on est très riche de matériaux. Mais aujourd'hui, quand on est architecte et qu'on veut conseiller ces matériaux aux élus, même dans le cadre des nouvelles réglementations, c'est parfois extrêmement difficile parce que, eh bien, tant qu'on n'a pas développé les filières, tant qu'on n'a pas développé en fait ces filières locales, on a du mal avec l'investissement. Alors en tant que maire, parce que j'ai beaucoup discuté avec plusieurs maires de métropole qui se retrouvent dans cette situation de vouloir construire avec ces matériaux-là et qui se retrouvent coincés par rapport à des filières qui n'existent pas. Et on fait assez le parallèle avec finalement ce que vous, en tant qu'élu, vous avez vécu avec l'alimentation il y a quelques temps pour les cantines. Et justement les circuits courts à créer dans les cantines. Alors je ne sais pas si ce que je vous dis vous inspire quelque chose par rapport au bâtiment, à la réhabilitation, à l'architecture en tant qu'élu. Mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus, vous qui avez eu la double casquette en fait entre l'État et ça. C'est pas parce qu'on a une bonne idée que ça va être facile. Et donc, nous on aime bien au Havre, probablement à cause de notre histoire, prendre des risques en matière architecturale. Mais parfois on se rend compte que le risque qu'on prend, il bute en effet sur des questions soit de normes, soit de filières industrielles. Je voudrais vous en donner deux exemples, mais j'en aurai plus. Premier exemple, dans le milieu des années 2000, on s'est lancé au Havre dans la construction d'une résidence étudiante. C'était pas une école, mais enfin c'était une résidence étudiante en conteneur. On n'était pas hyper originaux, parce qu'il en existait en Angleterre et au Royaume-Uni, mais on était quand même très originaux parce qu'il n'en existait pas en France, et qu'on s'est dit, utiliser le conteneur au Havre, qui est le premier port français, je le dis au cas où des Marseillais seraient glissés dans la salle, qui est le premier port français pour le commerce extérieur, c'est pas idiot. Bon, donc nous voilà partis pour la construction d'une résidence d'une centaine de chambres en conteneur. On a construit la résidence. Elle avait deux avantages, elle avait trois avantages. Elle devait être plus rapide à construire, avoir moins d'emprise au sol, ou plus exactement pas stériliser le sol au sens où il n'y avait pas besoin de fondation profonde, et ça peut être précieux. Et troisièmement, elle devait coûter moins cher. On s'est lancé dans cet exercice et elle devait être réussie. Bon. Elle est réussie. Il y a toujours beaucoup de demandes, elle a un taux d'occupation qui est très satisfaisant, c'est assez agréable, les chambres sont grandes par rapport à des chambres étudiantes traditionnelles, elle est assez réussie, très bien. Deuxième chose, elle a été construite un peu plus vite que si elle avait été construite en dur. Très bien. Troisième chose, elle a une marque au sol, si j'ose dire, une empreinte au sol, elle ne stérilise pas le sol pour longtemps. Si on voulait la prendre, la déplacer et réutiliser immédiatement le terrain, on pourrait, ce ne serait pas donné, mais on pourrait. 4, elle devait coûter moins cher. Bénef, pas du tout, elle n'a pas coûté moins cher. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on construisait, comme c'était la première fois, on avait des normes qui se complétaient. Et ça, c'est généralement assez emmerdant. Parce que quand vous commencez à construire et que les normes ne sont pas totalement stabilisées et qu'on vous ajoute de la norme incendie au fur et à mesure que vous montez, dans le genre, ça renchérit un petit peu le coût du projet, ça marche pas mal. Bon. Moyennant quoi, on a construit cette résidence, elle fonctionne, elle marche bien, elle est plutôt élégante et elle n'a aucun successeur. Le procédé industriel de réalisation qui aurait pu suivre et qui aurait été intéressant parce qu'on aurait fait diminuer les coûts unitaires, eh ben, il n'a pas suivi. Et il n'y a pas de filière industrielle qui s'est engagée. Peut-être que c'était une mauvaise solution. Mais peut-être aussi que, en prenant ce risque-là, ben, on a pris un risque. Bon. Deuxième exemple, je voulais construire au Havre, tout près d'ailleurs de ça, une tour en bois. Je voulais un immeuble de grande hauteur en bois et on avait créé un concours pour faire en sorte qu'on puisse construire en bois en grande hauteur. Mais ça, je vous parle de... c'est fin des années 2000, début des années 2010, début de l'année 2010, quand je deviens maire. Et bien en fait, on n'a pas trouvé d'offre. Il y a des constructions en bois aujourd'hui de grande hauteur, je sais bien. Vous froncez les sourcils.
on n'a pas trouvé de projet équilibré parce que, comme on était au début de l'aventure, ça sortait assez cher et c'était trop cher pour le marché du Havre. Et donc, on n'a pas réussi à construire ce qui était pourtant un projet. On va construire une tour. Cette tour va être autrement envisagée et autrement conçue. Elle va être intéressante aussi du point de vue environnemental pour d'autres raisons en matière de gestion d'énergie, mais on n'a pas réussi à aller jusque-là. Donc, c'est pas parce que vous voulez, c'est pas parce que vous avez une bonne idée que vous ne vous heurtez pas à des contraintes qui sont industrielles ou à des contraintes qui sont normatives. Ça peut aller ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour franchir le pas? Je ne sais pas. La seule chose que je ne sais pas franchir le pas. Il ne revient pas à un maire, je ne suis même pas sûr qu'il revienne à l'État, de construire et d'envisager le développement d'une filière. On peut se faire plaisir en se disant qu'on va l'aider, qu'on va l'accompagner, mais à la fin de la fin, une filière industrielle, une filière de construction, c'est des acteurs privés qui se lancent, qui prennent leurs risques, qui peuvent être encadrés ou accompagnés par un cadre normatif, mais c'est à la fin une question d'acteurs privés. Ce que je sais, c'est que les collectivités publiques, peut-être plus que d'autres, peuvent dans une certaine partie assumer une part du risque du développement d'une filière.